Pour ce grand entretien, nous retrouvons donc Nicolas Mirkovic, analyste des géopolitiques européennes et américaines, président de l'association Ouest-Est, auteur dernièrement de L'Amérique Empire aux éditions Temporis, et également Guy Millière, senior fellow au Gadsden Institute à New York, à l'American Freedom Alliance à Los Angeles, ancien président de l'Institut Turgot à Paris et auteur de nombreux livres, dont dernièrement Après l'Amérique, pourquoi l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Avec moi pour mener cet entretien, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Elisabeth. Bonjour messieurs et bonjour à tous les auditeurs. Alors nous vous avons invité Nicolas Mirkovic et Guy Millière pour parler de ces projets immobiliers que Donald Trump a commencé à exposer au monde. La première fois qu'il en a parlé, tout le monde était un peu surpris. Ça passait presque pour une blague dans la presse. Quelque chose, une sorte de fantasme à la Trump, parfois un petit peu curieux. Et puis finalement, depuis quelques jours, circulerait au sein des institutions américaines un plan beaucoup plus abouti et concret de ce que veut faire Donald Trump de Gaza, à savoir une Riviera de luxe. Est-ce que vous pourriez, j'imagine que vous vous êtes intéressé à ce plan, est-ce que vous pourriez commencer par nous en parler? Commençons avec vous, Guy Millière. Oui, je peux tout à fait en parler. Quand Donald Trump énonce quelque chose, c'est toujours sérieux. Et je dirais que le but de Donald Trump, c'est de mettre fin à ce qu'est Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit qui est un repère de terroristes et d'islamisme. Et donc je dirais que la première étape est en train d'être menée à bien. Cela n'a pas été facile parce que le Hamas utilise la population de Gaza comme un ensemble de boucliers humains. Ça n'a pas été facile non plus parce que des campagnes intenses anti-israéliennes sont menées dans le monde occidental. On accuse Israël de génocide en se basant sur les données du Hamas, qui est un groupe terroriste à but génocidaire. On accuse Israël de provoquer une famine volontaire. Il n'y a pas de famine à Gaza. Donc la première étape est en train d'être remplie. Cette première étape, ce sera mettre à mal le Hamas jusqu'à ce que le Hamas ne cesse d'exister. Ensuite, on pourra passer à la deuxième étape, et cette deuxième étape consiste à organiser le départ d'une partie importante de la population de Gaza. Et je précise que des sondages ont été effectués par des instituts palestiniens, entre guillemets, qui montrent que la moitié environ de la population de Gaza voudrait quitter Gaza, ce qui paraît tout à fait logique dans la mesure où la guerre fait que Gaza est dans un état de décombre et que la population de Gaza serait, dans son ensemble, mieux, au moins temporairement, ailleurs. Je dirais que si la population de Gaza était dans les conditions qui sont les conditions de guerre en général, on considérerait qu'elle a le droit de se réfugier ailleurs. On lui nie ce droit et c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Il aurait été possible de faire pression sur l'Égypte pour que ce droit soit reconnu. Mais enfin bon, et tout sera fait pour... Pardonnez-moi, Monsieur Millière, est-ce qu'on pourrait revenir à la faisabilité en fait du plan Trump? C'est-à-dire indépendamment du fait que Gaza a été effectivement totalement dévasté et que tous les Gazaouis, qui sont plus de 2 millions, ne sont pas tous membres du Hamas, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'en 10 ans, on peut faire de ce champ de ruines qui d'ailleurs jouxte la Méditerranée avec un ensemble conséquent de ressources pétrolières et gazières. Voilà. Est-ce qu'en 10 ans, on peut faire surgir une ville admirable avec un boulevard Mohamed Ben Salam qui permet de balader en TGV et en voiture de luxe l'ensemble des gens qui ont décidé de s'installer sur la Riviera? Ça ne serait pas nécessairement en voiture de luxe, ça serait... Je parle juste des images qu'on a vues, en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ces images étaient un peu provocatrices, elles étaient destinées à provoquer. Mais je dirais qu'il est tout à fait possible de faire de Gaza autre chose que ce que Gaza est depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, en une décennie, il est tout à fait possible
de transformer radicalement Gaza. Ce serait un mieux pour Israël, ce serait un mieux pour les habitants arabes de Gaza qui y resteraient. Ce n'est pas du tout un projet utopique, ça peut tout à fait être mené à bien. Il est prévu de consacrer à ce projet une somme, c'est ce qui a été énoncé, de 100 milliards de dollars. Et avec 100 milliards de dollars, on peut faire énormément de Mm. choses. Il est proposé aux Arabes de Gaza qui veulent quitter Gaza une somme de 5 000 dollars plus une prise en charge de leur alimentation et de leur logement pendant une période de 2 ans, je crois. Et ensuite, ils pourraient s'installer où ils sont. Je dirais que si l'on regarde les choses, c'est tout à fait faisable. Ce serait salubre tout à la fois pour Israël, mais aussi pour la population arabe de Gaza. Et je dirais que cela permettrait d'avancer vers la solution d'un faux problème qu'il importerait de régler depuis longtemps, c'est-à-dire la question palestinienne entre guillemets. Et je dirais que c'était déjà en germe dans les accords d'Abraham. Et je dirais que le but fondamental de Donald Trump, c'est de prolonger, d'approfondir et d'élargir les accords d'Abraham. Et je pense que c'est tout à fait possible, que c'est tout à fait faisable. Et un certain nombre de régimes du monde arabe, sunnites, sont en faveur de cette transformation et ne disent pas obligatoirement explicitement, mais ils sont en faveur de cette transformation. Il ne faut surtout pas croire que le Hamas a le soutien du monde arabe sunnite, ce serait inexact. Le monde arabe sunnite voudrait être débarrassé du Hamas, et je pense que ce serait un bien, oui, pour la population arabe de Gaza. Je pense qu'il serait Alors la salubre que cette population arabe de Gaza, pardonnez-moi de vous interrompre, qui n'existera plus, puisque effectivement, une fois qu'on espère que 75% de la population a disparu, a été déportée, puisque là pour le moment, en fait, on espère que les gens seront capables de se loger ailleurs, mais dans le plan du Great Trust qui a été présenté, évidemment, l'endroit précis de la relocalisation des Gazaouis est la grande inconnue, le grand angle mort. Vous avez rappelé les chiffres, ils sont intéressants, 100 milliards de dollars pour construire la Riviera trumpienne israélienne, avec donc 10 milliards consacrés aux Gazaouis, il est prévu de leur donner 5 000 dollars, ils sont 2 millions, voilà, ça nous fait 10 milliards consacrés à leur exportation, et ensuite ils sont censés être nourris et logés pendant 4 ans, on ne sait pas où, au bout de 4 ans on ne sait pas ce que ça va devenir. On a très bien vu ce qui se passe d'ailleurs quand les Palestiniens arrivent en masse dans un pays, ça donne le Hezbollah au Liban. Donc, autrement dit, là, il y a comme malgré tout une certaine fragilité humaine et démographique dans le projet. Nicolas Merkovic, vous, qu'est-ce que vous pensez de la pertinence du projet, aussi bien de sa faisabilité urbanistique que de sa pertinence politique et surtout, là aussi, des 2 ou 3 angles morts, non seulement, évidemment, le traitement de la population, mais aussi, par exemple, le fait que personne n'a l'air de dire que dans la Méditerranée, il y a des richesses que tout le monde convoite, qu'il s'agisse des Turcs, des Israéliens, des Libanais. Oui, le mot obscène est le mot qui me vient à l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est un projet qui concerne Gaza et à aucun moment est-ce que les habitants de Gaza, les Gazaouis, sont associés à ce programme. C'est un projet géopolitique américano-israélien qui est ourdi. Donc là, le document est fuité par le Washington Post. On ne dit pas que c'est un document officiel du gouvernement ou des membres du gouvernement de Trump. On dit qu'il circule dans ces milieux-là. Il sert avant tout les intérêts des États-Unis et de Washington. Et sur la première page du document, qui en contient 38 de mémoire, eh bien, il est très clairement dit que ce qui intéresse les États-Unis, c'est l'accès aux 1000 milliards de dollars de terres rares qui existent dans le Moyen-Orient. Si on lit bien dans l'ensemble du document, on voit que à aucun moment, on voit les intérêts d'Israéliens qui sont défendus là-dedans, on voit les intérêts des Américains, et on ne parle pas des Gazaouis. Et en effet, on ne peut pas juste dire, écoutez, on a un super projet pour votre endroit, on va faire une ville super moderne avec de l'AI, on va faire des infrastructures, on aura un périphérique Mohamed Ben Salman, tous les voisins vont être contents. Et les Gazaouis disent quoi? Et le projet pour les Gazaouis dans ce programme, c'est la déportation de tout le monde. Donc, soit ils restent sur place, alors, il y a eu pas mal de mensonges aussi ou de fake news qui circulent dans les médias.
Ils pensent que 25% de la population partirait, c'est ces 25% de la population qui recevraient $5 000, et les autres sont tous campés de nouveau dans des endroits où, en attendant qu'on construise Gaza. Ça, c'est quelque chose qui est assez ignoble. On ne peut pas avoir un projet pour un territoire sans la validation des habitants de ce territoire. C'est juste du bon sens. Que font les Gazolédans? Une fois de plus, c'est un autre peuple qui va diriger, qui va décider de leur avenir. Et ça ne peut pas marcher. Et comme vous l'avez très justement dit, ça va, je pense, au contraire, rendre ces habitants encore plus extrémistes. Je pense que ça va mettre de l'huile sur le feu de l'islamisme, au lieu de dialoguer, de discuter. S'il y a des oligarques, des fonds d'investissement qui ont envie de reconstruire Gaza, je pense que c'est une bonne chose. Mais elle ne peut pas se faire sans l'avis des Gazaouis, qui sont les premiers concernés. Ce sont leurs maisons, c'est leur terre. Ça me paraît logique qu'ils soient associés à ce programme-là. Et puis, n'oubliez pas que ce n'est pas juste un projet, comme je le disais il y a quelques instants, purement altruiste. C'est un projet géopolitique majeur. Il y a des richesses encore insondables au large de ces côtes dont personne ne parle. Et bien évidemment, ça, je pense que ça Tel Aviv comme Washington et leurs alliés des puissances monarchiques du Golfe seraient intéressés de faire main basse sur ces gisements de gaz ou de pétrole qui est au large. Donc je pense que ne pas parler de ça, c'est une insulte aux Gazaouis qui, je pense, eux, auraient bien besoin de ces fonds pour se reconstruire. Et je pense que là, ce n'est pas une main tendue vers la paix. Je pense que ça va encore déstabiliser la région, ça va encore créer une division encore plus importante avec le monde musulman, et ça va donner, je dis, ça va alimenter les plus extrémistes. On ne peut pas décider du sort des Gazaouis sans les associer au projet et sans même les laisser décider, parce que c'est quand même leur terre. Imaginons qu'on veuille relancer un projet, je dis n'importe quoi, pour le nord de la France, que des Qataris ou n'importe quelle pétromonarchie débarquent en disant, eh bien, on va faire une super ville d'intelligence artificielle, on va lancer un nouveau TGV, mais ce qui serait bien, c'est que les ch'tis partent, où on va les parquer en attendant qu'on construise tout, parce que du coup, on estime qu'ici, on pourrait faire la Riviera du nord de la France, mais le problème, c'est qu'il y a les habitants sur place qui ne nous intéressent pas. On ne peut pas faire ça. Et en plus, franchement, si on met ça en place, au niveau on ne respecte pas du tout le droit international. Les promoteurs d'un tel projet ou ceux qui le mettraient en place se mettraient en péril vis-à-vis du droit. On ne peut pas déporter des populations comme ça. Alors justement, là où il y a nuance, c'est qu'on explique que c'est pas vraiment de la déportation, puisque quand même, on va leur donner 5 000 euros. Alors on peut débattre du chèque de 5 000 euros pour motiver des gens à quitter famille, amis et maison. Mais bon, il y a quand même la volonté, vous l'avez dit, Nicolas Mirkovic, de modifier, de travailler la façon dont on va présenter l'information. On ne parle pas des ressources sur place, on explique qu'il s'agit de transformer une zone de guerre en zone salubre, c'est ce que vous disiez, Guy Millière. On explique également que les populations seraient ravies de ce changement parce que de toute façon, effectivement, après avoir détruit leur terre, il ne reste plus grand-chose à sauver, même si on peut les comprendre, bien que ce soit des ruines, ça reste leur terre. Donc voilà, Guy Millière, est-ce que vous n'avez pas la sensation que il manque parfois un petit peu d'honnêteté vis-à-vis concernant la façon dont l'information est présentée? Non, pas du tout. Je récuse d'ailleurs le terme de déportation qui a été employé 2 fois. Je dirais qu'il n'y a pas de déportation. On demande aux gens qui veulent partir de pouvoir partir. Donc, ce serait des départs volontaires. Le fait de leur donner de l'argent, c'est une incitation, mais ce serait des départs volontaires. Le mot de déportation a des connotations qui renvoient au camp de concentration, au camp d'extermination de la Deuxième Guerre mondiale, et je pense que c'est un mot qu'il est très dangereux d'employer. D'autre part, je dirais que vous avez eu dans l'histoire, lorsque des régimes totalitaires ont été vaincus, je pense par exemple à l'Allemagne nazie, des départs de population de certains territoires. Pourquoi? Parce que la population était considérée comme coupable des crimes qui avaient été commis. L'Allemagne nazie a commis un crime abominable qui est la Shoah, et donc les conséquences ont été là, et on n'a pas demandé aux Allemands s'ils étaient d'accord pour qu'on renverse Hitler ou pas. Je dirais que le Hamas est une organisation totalitaire à but génocidaire tout à fait explicite, et la population de Gaza a sa responsabilité dans le pouvoir du Hamas, puisqu'elle a voté
pour que le Hamas arrive au pouvoir, et puisqu'elle a contribué, en partie tout au moins, au massacre du 7 octobre 2023 et à ses suites, puisque des otages israéliens ont été retenus chez des Gazaouis. La population de Gaza, on ne peut pas lui demander son avis pour le moment, parce qu'il y a une culpabilité fondamentale, une culpabilité terroriste, une culpabilité de tentative de génocide et de volonté de génocide. On ne peut pas lui demander plus son avis qu'à la population allemande à la chute d'Adolf Hitler. Et je dirais que c'est une population qui a été endoctrinée pendant des années à des idées absolument abominables. Elle a été endoctrinée à la haine des Juifs, à la volonté de détruire Israël et d'exterminer la population israélienne. Elle a été endoctrinée à des idées dont il serait salubre qu'elle soit débarrassée. En 10 ans, on peut procéder à ce que Binyamin Netanyahou a appelé la déradicalisation de cette population, et même 10 ans, c'est relativement court pour parvenir à ce résultat. En Allemagne, on a débarrassé la population du nazisme en une période donnée. On doit débarrasser la population de Gaza de cela, et la terre de Gaza n'est pas leur terre. Les gens qui sont à Gaza actuellement sont pour partie des Égyptiens, pour une autre partie des Arabes qui ont quitté le territoire d'Israël au moment de la fondation d'Israël et qui sont partis sur demande, entre autres, du moufti nazi de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, été à Berlin en compagnie d'Adolf Hitler et de Heinrich Himmler. Donc je dirais que la population est partie, on lui a dit on va exterminer tous les juifs qui sont là et ensuite vous pourrez revenir. Les juifs n'ont pas été exterminés, la population est restée à l'extérieur dans un statut de réfugié. Et je dirais d'ailleurs concernant ce statut de réfugié qu'il est scandaleux que 80 ans après ou presque, on soit encore en train de parler de cette population comme un ensemble de réfugiés. Dans toutes les autres régions du monde, quand vous avez des réfugiés, ils sont réfugiés pendant une génération. Là, vous n'avez quasiment plus aucun habitant de Gaza qui a connu la terre d'Israël. La plupart sont nés à Gaza, ont été élevés à Gaza et n'ont aucun élément qui permette d'en parler comme de réfugiés. On ne peut pas être réfugié de père en fils, de mère en fils. Pardonnez-moi, Guy Millière, vous avez raison, on ne peut pas être réfugié de père en fils, donc maintenant ils sont chez eux, et d'ailleurs le statut de la bande de Gaza n'est pas un statut d'un no man's land. C'est censé être une terre palestinienne bien distincte de l'État d'Israël, de même que la Cisjordanie est censée être une terre palestinienne bien distincte de l'État d'Israël, quelles que soient les prétentions de l'État d'Israël sur cette terre. Je voudrais pas revenir sur... Je voudrais revenir un tout petit peu sur le fait que le Hamas est effectivement un mouvement terroriste, qu'il est évident qu'il y a un antisémitisme culturel dans l'islam, chez les musulmans, et qu'il y a bien sûr à un moment donné un vote des Gazaouis qui permet au Hamas de s'installer. Il y a ensuite la manière, vous l'avez souligné, dont le Hamas, mouvement terroriste et totalitaire, capture le pouvoir et fait en sorte que plus aucune élection ne soit organisée. Et il y a le fait qu'il paraît compliqué d'expliquer que, alors qu'il n'y a même pas 100 000 combattants du Hamas, que les 2,5 millions de Gazaouis sont co-responsables de l'ensemble des horreurs commises par le Hamas. D'autant que vous avez vous-même souligné que, et des études palestiniennes le disent, que la population serait très contente que le Hamas débarrasse le plancher sans pour autant qu'eux-mêmes aient envie de débarrasser le plancher. Si on revient sur une partie de ce qu'a dit Nicolas Mirkovic et de ce que j'avais esquissé, c'est-à-dire que dans ce plan du Great Trust, dont on dit qu'il est d'abord le fruit, non pas évidemment de l'administration américaine, même si l'administration américaine a l'air de le trouver intéressant, puisqu'il concrétise cette idée de Riviera palestinienne émise par Trump, il y a l'idée des terres rares qui pourraient être exploitées, il y a ces gisements pétroliers et gaziers qui pourraient être exploités. Donc on a l'impression vraiment, une fois de plus, que
on élimine complètement cet aspect économique extrêmement important au profit d'un seul projet urbanistique avec des images générées par intelligence artificielle qui sont un peu trop belles pour être vraies. Pourquoi est-ce que ces éléments ne sont pas plus commentés et pourquoi est-ce que les aspects économiques ne sont pas mis en avant, puisque on pourrait passer de 5 000 dollars par personne à 50 000 ou même 500 000 dollars par personne, sans mettre véritablement en péril le projet lui-même, étant donné les richesses qui sont censées être exploitées sur 10 ans. C'est à moi de répondre? Oui. Oui. Oui, oui. Bon, je dirais que ce n'est pas l'aspect essentiel du projet. L'aspect essentiel du projet, c'est de débarrasser la région du terrorisme islamique autant que faire se peut. C'est cela, l'essence du projet. Et quand vous dites que cette terre est palestinienne, je dirais qu'il importe de rappeler ce que je ne cesse de faire. J'ai publié un livre il y a quelques années qui s'appelait Comment le peuple palestinien fut inventé. Il importe de savoir que l'on ne parle de la cause palestinienne que depuis 1964 et la création de l'OLP, qui au départ était dirigée par Ahmed Choukaïri et pas par Yasser Arafat, qui est arrivé plus tard, et qu'on ne parle de peuple palestinien que depuis 1967. Vous pouvez chercher tous les documents possibles et imaginables, vous ne trouverez aucune mention du peuple palestinien avant 1967. Et pourquoi est-ce qu'on a créé la cause palestinienne et le peuple palestinien? Parce que le KGB, qui travaillait pour l'Union soviétique, bien évidemment, voulait s'accaparer la mainmise sur les pays du monde arabe sunnite, et il a réussi d'ailleurs dans une très large mesure, et que le combat que menaient les pays arabes sunnites à l'époque contre Israël était un combat mené au nom de l'islam pour détruire totalement Israël et pour que le territoire revienne à ce qui est dans la doctrine musulmane, un territoire du Dar al-Islam, et ne soit plus un territoire qui soit régi par les juifs. Ce discours-là, qui était celui des pays arabes en 1948-49 et jusqu'en 1964, était un discours qui ne passait pas dans le monde occidental. Je dirais qu'une vingtaine d'années après la Shoah, dire que l'on a le projet d'exterminer les Juifs quelque part, c'est quelque chose qui ne passait pas. À partir du moment où on a créé la cause palestinienne et le peuple palestinien, le discours a été transformé. On est passé à un discours qui dit qu'il ne s'agit pas d'une volonté d'exterminer les Juifs et de détruire Israël, à un discours disant c'est une lutte de libération nationale d'un petit peuple opprimé. Ce petit peuple opprimé a été totalement inventé à cette époque-là. Si vous regardez des documents qui sont tout à fait... Pardonnez-moi, Guy Millière, merci de nous rappeler une partie de ce que nous savons déjà sur l'histoire de la cause palestinienne, mais ma question était plus simple, et là il reste à peine une minute pour y répondre, et puis après on redonnera la parole à Nicolas Mirkovic. On propose 5 000 dollars à des Palestiniens pour partir. On leur propose de partir parce qu'on considère que fondamentalement, si quelqu'un est palestinien, il est un terroriste en puissance, ce qui est déjà un peu saugrenu, et on leur propose une somme misérable par rapport à l'ensemble des richesses qui sont potentiellement exploitées et qui sont évidemment l'un des aspects du sujet. Est-ce qu'il est légitime de pousser au départ avec une prime misérable des centaines de milliers de personnes alors qu'on pourrait leur donner bien plus? Je dirais qu'on ne peut pas leur donner bien plus dans le contexte actuel, dans la mesure où, et c'est quelque chose que vous laissez de côté, il y a des décombres à Gaza, il y a à déblayer tous les décombres, il y a à reconstruire. Tout cela va coûter extrêmement cher.
Et tout cela devra être financé, tout cela devra être pris en charge. Et tout cela s'opérera avant que quelconque recherche de gisement de pétrole, de terres rares, soit exploité de quelque façon que ce soit. La première étape, ce sera, après la fin de la guerre, le déblayage des gravats, le déblayage des décombres et la reconstruction. Gaza est un territoire invivable actuellement parce que c'est un champ de ruines. Et on imagine que même déjà lors de cette première étape, donc juste de reconstruction de la ville, il y a quand même là aussi des intérêts pour les États-Unis, ne serait-ce qu'en termes de parc immobilier, puisque sinon on les imagine mal dépenser autant d'argent par humanisme simple. On revient avec vous, messieurs, dans quelques instants. On fait une parenthèse avec Arthur de Vatrigan qui nous présente son édito et puis on terminera la discussion à 5. On poursuit donc Arthur de Vatrigan avant de vous laisser la parole et de vous adresser, vous laisser la possibilité de vous adresser à nos invités. Nicolas Mirkovic, j'aimerais vous entendre sur le sujet, peut-être dans un premier temps répondre à ce que nous expliquait Guy Millière, et puis ensuite peut-être sur cette façon de communiquer. Guy Millière nous l'expliquait, de la part de Netanyahou, en tout cas, effectivement, il y a peut-être la volonté de présenter ce plan comme la possibilité de régler une fois pour toutes le problème du Hamas. En revanche, Donald Trump, lui, s'embête un petit peu moins avec cette justification-là. Et puis, il nous présente aujourd'hui surtout une ville ultra connectée, le genre de ville qu'on a envie de découvrir, mais avec un brin d'appréhension aussi, une sorte de ville de l'après, quelque chose de très futuriste. Encore une fois, on est presque sur la présentation d'un film de science-fiction. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de ces différentes stratégies de communication et puis répondre à Guy Millière sur les différents points qu'il a soulevés? Alors, il y a beaucoup de sujets à voir. Je vais déjà répondre à Guy Millière. Oui, il faut éradiquer l'extrémisme qui existe au sein de la population palestinienne et il faut éradiquer en même temps l'extrémisme qu'il y a au sein du gouvernement de Netanyahou. Des personnes comme son ministre des Finances, Smotrich, qui a des visions d'un grand Israël, encouragent cette politique guerrière. N'oublions pas qu'il y a aussi au sein du gouvernement israélien des extrémistes qui profitent de cette situation pour étendre leur territoire. Et donc, il faut prendre ça en considération et personne n'en parle. Je pense que c'est extrêmement important. Et je rappelle que la majorité des Israéliens ne partagent pas ces positions, comme la majorité des Palestiniens ne sont pas des terroristes. Et donc, du coup, si nous misons sur les ailes les plus extrémistes, quel que soit son camp, ben, on ne va pas arriver à la guerre et la guerre va se poursuivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et n'oublions pas que c'est quand même le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui laisse le Qatar financer le Hamas depuis des années. Et le Qatar a financé le Hamas à coût de milliards de dollars. Et c'est grâce à cet argent-là que le Hamas existe aujourd'hui. Et Netanyahou est au courant. D'accord, donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important par rapport à cette vision manichéenne des gentils d'un côté, des méchants de l'autre. Je pense que concernant ce projet-là, il n'est pas dans l'intérêt des Gazaouis et que vous n'allez pas régler le problème des Gazaouis malgré eux. Alors, ils se disent palestiniens, on peut avoir le débat, qui est arrivé en premier, c'est l'œuf et la poule, mais vous ne pouvez pas décider du sort des habitants d'une région sans leur consentement. Mais même pas sans leur consentement, c'est eux-mêmes qui doivent décider. Et donc ça, je pense que c'est important. La raison pour laquelle je mets en doute ce projet, c'est parce qu'il est éminemment un projet qui sert les intérêts et d'Israël et des États-Unis. Et je ne vois pas où sont les intérêts des Gazaouis. Ça ne peut pas marcher, ça ne va faire que créer de la frustration. Aussi, j'aimerais dire, si je comprends tout à fait que les Américains vont profiter de cette situation et les Israéliens aussi, j'aimerais aussi souligner qu'il y a quand même une petite part dont on n'a pas parlé qui est réservée aux Israéliens, aux Gazaouis qui resteraient sur place, c'est de fabriquer des voitures électriques qu'ils exporteraient vers l'Europe. Donc, ce n'est même pas un projet qui sert nos propres intérêts, c'est écrit noir sur blanc dans le projet. Ils disent même qu'ils vont garder une population qualifiée pas chère. Donc, ça va être une usine de fabrication low cost de véhicules qui vont venir concurrencer l'industrie automobile européenne qui n'en a pas besoin. Ça, c'est écrit clairement dans le projet. Donc, on doit aussi regarder avec des yeux d'Européens quel est notre intérêt dans ce projet-là. Les Américains ont traditionnellement promis la paix, la démocratie, la prospérité en El Salvador, en Iran, en Syrie, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan. Où est-ce qu'ils l'ont apporté? 20 ans en Afghanistan pour apporter la paix, pour mettre un gouvernement en place de démocratie, de paix, de tout ce qu'on veut. Il n'a pas été apporté. Ce genre de projet dont on parle ce matin a été annoncé plein de fois, pas avec des images aussi belles, enfin aussi belles, on peut avoir un débat là-dessus, mais pas aussi avec des images aussi impressionnantes, pas avec un projet aussi grandiloquent.
Là, à chaque fois, c'est la désolation. Ils exploitent les ressources naturelles et ils partent. Et ils laissent des hommes armés. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre de ce projet concernant Gaza qui concerne la police, la sécurité sur place. Ce ne sont pas les Gazaouis qui vont se défendre eux-mêmes. Ça va être des sociétés militaires étrangères. Et je vous rappelle que tout ce projet est piloté par Washington. Quel est l'intérêt des Européens là-dedans? Aucun. Quel est l'intérêt des Gazaouis? Aucun. Israël et Washington s'en tirent un bénéfice, ça c'est certain. Et ça, aujourd'hui, les États-Unis ont une histoire, mais longue comme le bras, d'endroits où ils sont arrivés. Ils ont dit qu'ils allaient sauver la situation, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'on les croirait maintenant? Et je rappelle aussi que les Américains, aujourd'hui, ont élu Donald Trump, non pas pour régler le problème des Gazaouis. Que les États-Unis, si les États-Unis peuvent aider à amener la paix au Moyen-Orient pareil, je fais attention quand je dis entre Israéliens et Palestiniens parce que je ne veux pas rentrer justement dans ce dialogue manichéen, mais pour amener la paix en misant sur les camps de la paix des deux côtés, parce qu'il y en a, il y a de nombreuses manifestations en Israël chaque semaine contre le gouvernement, pas de personnes qui veulent la libération des otages, mais qui veulent la paix en même temps. Pourquoi ne pas miser sur ces personnes-là? Je pense que ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et le deuxième point, c'est que les Américains n'ont jamais apporté ce genre de construction nulle part. Pourquoi le ferait-il demain? Arthur de Ça, Vatrigan, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. est-ce que vous voulez réagir? Je vous vois prendre des notes. Alors, c'est peut-être pour votre prochaine chronique, Oui, mais... c'est ça, je prends de l'avance. Voilà. Exactement. Non, c'est très étrange parce que face à un américanophile et un russophile, j'ai le sentiment désagréable d'être aussi radical qu'un électeur du Modem. Alors, c'est... Comment dire, c'est suette. Et alors, concernant le plan là, qui est sorti, les 38 pages sorties dans le Washington Post, d'après le Washington Post lui-même, c'est un plan réfléchi, écrit et dessiné par des Israéliens eux-mêmes. C'est pas, même si Trump avait annoncé son désir de faire sa Riviera, les marchands ont toujours des délires à la fois fous et vulgaires, mais bon, c'est comme ça, Trump marche de cette manière-là. Pourquoi pas, ça pourra peut-être changer, on verra. Mais en tout cas, là, il me semblerait que ces 38 pages viennent de ceux qui veulent même d'ailleurs changer, je crois, une fondation israélienne qui veut remplacer les associations humanitaires sur place à Gaza. Mais je suis toujours étonné de voir qu'en 2025, on pense qu'on peut encore régler le problème par l'argent. Il me semblait depuis quelques années, on avait découvert que l'argent, finalement, n'allait pas remplacer les grands affrontements idéologiques, même si beaucoup l'ont pensé à la fin 89, après la chute du mur. Il semblerait que non seulement ça ne les a pas calmés, mais on a même redécouvert des affrontements idéologiques, philosophiques, tellement enracinés que tout désir de capitalo-colonial n'allait pas régler le problème. Malheureusement, comment dire, tout le Palestinien ou toute population qui ont été éduqués par la culture arabo-musulmane ne pourra jamais accepter qu'il y ait un État israélien. Les Palestiniens, même avant que le Hamas existait, ont déjà refusé l'existence même d'Israël. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est le Hamas qui est au pouvoir. Alors oui, il a été élu une fois par les Palestiniens, ou en tout cas, je pense que l'élection était aussi crédible qu'un référendum en Crimée, mais bon, passons. En tout cas, il a été élu, mais depuis, il n'y a pas eu d'élection, et depuis, on sait comment ça fonctionne, on envoie la population aux premières loges, et puis derrière, on fait du ouin-ouin, quoi. C'est la technique zadiste, on sait comment ça fonctionne. C'est pour ça que je disais que j'allais être aussi radical qu'un centriste ou qu'un modem, parce que de l'autre côté, on sait également le désir d'une partie du gouvernement Netanyahou, que je ne renverrai pas dos à dos avec les extrémistes du Hamas. Ils sont extrémistes, mais je ne crois pas qu'ils aient fait irruption d'une rave party pour dégommer 1200 personnes. Mais ils ont ce désir-là, en effet, d'occuper la Cisjordanie, d'élargir leur camp de base à Gaza et éradiquer, en tout cas, qu'il y ait le moins de Gazaouis possible, ne les ferait pas pleurer, ne les empêcherait pas de dormir, ça c'est évident. Malheureusement, je pense que c'est un problème qui est insoluble et parce que tout simplement, une colloque de deux personnes antagonistes qui se détestent ne peut pas marcher. Donc même la solution à deux États, je ne vois pas comment elle pourrait fonctionner. Donc il n'y a pas de solution, Arthur de Vatrigan. Il peut y avoir une solution. Celle de Gaza, c'est d'éliminer Israël. Celle d'une partie des amis de Netanyahou, c'est d'éliminer Gaza. Je me demande s'ils ne sont pas lucides. Et je ne dis pas que je cautionne, hein, moralement c'est immonde. Mais parfois il y a une lucidité qui me dépasse. Nicolas Mirkovic, est-ce que vous voulez réagir aux propos d'Arthur de Vatrigan? Au propos scandaleux d'Arthur de Vatrigan.
Très de scandaleux. ce centriste mou d'Arthur de Vatrigan. Non, centriste Ça, radical. qualificatif des deux intervenants était peut-être un peu réductrice, c'est limité, mais le reste, je pense qu'il y a du bon sens, évidemment, dans ce qui est dit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution, ces deux États. Et je vous rappelle que Israéliens et Palestiniens, lors des accords d'Oslo, étaient d'accord. Le problème, c'est que on a, je vous dis, il y a un jeu de dupes dans cette histoire-là. Netanyahou, comme j'ai dit il y a quelques instants, et des extrémistes dans son entourage se sont servis du Hamas. Et le Hamas est très content d'avoir en face Netanyahou. Je pense que nous, le problème, c'est que si on veut vraiment apporter la paix, et si on pense qu'on peut apporter la paix, parce qu'au bout d'un moment, il faut laisser les gens se battre. On ne peut pas régler les problèmes du monde entier, j'arrête pas de le dire. Eh bien, il faut miser sur les camps de la paix. Et donc, du coup, on ne peut pas d'un côté tordre le bras à un des camps et ensuite armer l'autre. Donc, je pense que l'objectif, c'est continuer dans cette idée des accords d'Oslo. Et les Américains étaient d'accord avec ça. Hein. Donc, il y a des Américains qui n'ont pas fait que des mauvaises choses sur Terre. Ils ont soutenu ces accords d'Oslo. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons soutenir. Et deux États me semble la meilleure façon pour les Palestiniens. Les Palestiniens ont le droit d'avoir une terre. Et je pense que ça me paraît logique. Et on voit très bien, comme le disait M. de Vatrigan il y a quelques instants, ils ne s'entendent pas. S'ils ne s'entendent pas, on ne va pas les forcer à vivre ensemble. Donc, du coup, on encourage le dialogue. Je vous rappelle que français et anglais ne s'entendaient pas, que français et allemand ne s'entendaient vraiment pas. On a été envahi 3 fois par les Allemands depuis 1870. Eh bien, au bout d'un moment, on arrive, en misant sur les personnes de bonne volonté qui veulent la paix, à dépasser ces clivages et passer à autre chose. Donc moi, je ne pense pas que ce soit insoluble et je pense même que c'est indispensable parce que toute cette région est instable, entre autres, à cause de ce conflit. Donc, il est dans notre intérêt d'encourager les camps de paix des deux côtés et de dire, bon voilà, nous, on n'accepte pas les bombardements comment dire, de toute une population pour chasser des terroristes. Je pense que c'est quelque chose qui est important. On ne soutient absolument pas des mouvements qui se font les avocats du terrorisme ou qui pratiquent le terrorisme. On va soutenir ceux qui veulent construire la paix et on a les moyens de faire ça. Il ne faut pas me faire croire qu'on ne peut pas, on ne veut pas faire ça. Je rappelle, une majorité de Palestiniens et d'Israéliens veulent la paix. Donc, à nous de choisir les bons camps pour les mettre autour de la table et faire discuter. Et nous avons déjà des accords qui existent aujourd'hui. Donc, c'est possible de le faire. Le problème, c'est que, comme tellement de sujets, tout devient très vite extrême. C'est les noirs contre les blancs, les rouges contre les jaunes, les verts contre les bleus. On arrive à être dans des camps tranchés. On n'arrive pas à prendre un peu de phronésis cher à Aristote pour dire, OK, un peu de sagacité, un peu de sagesse, un peu de bon sens, un peu de prudence aussi pour prendre une décision qui va aller dans les intérêts de chacun. Si je reviens à ce document dont on parle tout à l'heure, un document, un projet mis en place qui sert deux camps, mais qui oublie les protagonistes gazaouis, ne peut pas fonctionner. C'est juste de la logique, c'est de la raison. On n'a pas à aller plus loin que ça. Si on veut, il y a des fonds d'investissement qui veulent aider les Gazaouis et qui sont en faveur de la paix, dans un cadre international, et on peut imaginer que l'ONU, si l'ONU sert encore à quelque chose, ou au moins des institutions internationales pourraient s'en préoccuper, on fait des investissements dans Gaza, on exploite les gisements de gaz qu'il y a sur les côtes, et on aide les Gazaouis à se reconstruire, non pas dans la haine du voisin, mais dans la paix du voisin, et on assure que leur sécurité sera protégée puisqu'ils vont avoir leur propre État, et que cet État va assurer la sécurité des Gazaouis qui voudront ensuite, par la suite, négocier, travailler avec les Égyptiens, les Jordaniens, les Israéliens. Donc ça, c'est possible, mais il en faut la volonté. Et Guy Millière, je voudrais revenir à ce que vous disiez au début et qui était tout à fait juste. En fait, beaucoup des puissances orientales ont l'air de considérer que le sort des Palestiniens est somme toute non pas inintéressant, mais malheureux sans qu'ils y peuvent rien. Et l'Égypte a fermé ses frontières. Évidemment, l'exemple du Liban prêchait pour elle. Toutes ces monarchies pétrolières qui sont nées au début du XXe siècle, qui sont nées, dont la puissance s'est affirmée au début du XXe siècle, ont donné une expansion incroyable à l'islam en mettant l'ensemble des richesses au service de cette expansion religieuse. Est-ce qu'on peut imaginer que la manière dont Donald Trump a une approche pragmatique, commerciale, financière des rapports mondiaux, qu'il s'agisse d'expliquer que le Canada doit devenir américain, que le Groenland doit devenir américain ou que Gaza doit devenir une Riviera, a malgré tout une meilleure chance d'aboutir que des solutions politiques, des solutions humanistes, etc. Mais je dirais que le projet de Donald Trump et d'Israël est un projet tout à fait humaniste. Je dirais que la population
de Gaza serait sans doute beaucoup mieux lotie si elle vivait dans une société qui peut devenir prospère et qui est paisible, que sous le joug d'une organisation terroriste qui les fanatise. Je pense que les enfants arabes de Gaza seraient mieux lotis s'ils pouvaient rêver de devenir médecins, instituteurs, ingénieurs, que s'ils rêvaient de faire des attentats suicides pour tuer des juifs israéliens. Donc c'est un projet très humaniste de sortir cette population du fanatisme dans lequel elle est enfermée présentement. Et je pense que l'argent peut résoudre des choses. Je reprends ce qui s'est dit un instant. Je dirais que l'Europe a été très contente que le plan Marshall existe et ça a permis de reconstruire l'Europe à l'époque. Je pense que l'argent peut résoudre des problèmes et je pense que la solution n'est pas du tout une solution à deux États. D'ailleurs, il n'y aura jamais d'État palestinien parce que cet État serait nécessairement un État terroriste. Le Hamas est terroriste, l'autorité palestinienne est elle-même terroriste, c'est la continuation de l'OLP et l'autorité palestinienne considère que les terroristes qui tuent des juifs sont des shahids, c'est-à-dire des martyrs de l'islam, et les récompense financièrement, et s'ils sont morts, récompense leur famille financièrement. L'autorité palestinienne est elle-même une entité terroriste. Et je pense que les pays du monde arabe, pour l'essentiel d'entre eux, les pays arabes sunnites, sont des pays qui ont un temps soutenu la cause palestinienne et qui en sont très très largement revenus. C'est parce qu'ils en sont très largement revenus que les accords d'Abraham ont pu être passés. Et si Donald Trump avait été réélu en 2020, l'Arabie saoudite aurait contribué aux accords d'Abraham et aurait signé la paix. Je dirais que les pays du monde arabe ont largement vécu de pétrole, de gaz, et maintenant ils commencent à penser à l'après-pétrole, et c'est Donald Trump qui les a poussés à penser à l'après-pétrole. Et ils pensent que donc, dans l'après-pétrole, ils vont devoir se développer, s'insérer dans l'économie du 21e siècle, et l'économie du 21e siècle ne passe pas par la création d'un État terroriste palestinien, elle passe plutôt avec des liens avec Israël, qui est, comme l'a dit un livre publié il y a une vingtaine d'années, mais c'est toujours exact, la Startup Nation, c'est l'un des pays les plus développés dans le secteur post-industriel aujourd'hui. Et Israël crée des liens de plus en plus étroits avec les monarchies du Golfe, avec l'Arabie saoudite aussi. Et tous ces pays ont un intérêt très concret à se développer en liaison avec Israël et en liaison avec les États-Unis. Et je dirais que la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe a d'ailleurs débouché sur des investissements dans les deux sens qui sont extrêmement importants et extrêmement fructueux. Et je dirais que la question palestinienne sera réglée en se débarrassant de l'idée qu'il y aura un jour un État palestinien. Merci Guy Millière, merci Nicolas Mirkovic de nous avoir partagé vos analyses et vos avis sur la situation à Gaza. Arthur de Vatrigan, merci pour votre édito. Vous pouvez conclure en quelques mots si vous le souhaitez sur ce projet humaniste. C'est sympa, ça. Le cadeau empoisonné. Non, mais après les deux échanges, je confirme que ça me paraît, il y a deux positions irréconciliables qui sont philosophiquement, religieusement... Politiquement, je vois pas comment on peut trouver une solution, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner moralement le sort des Gazaouis dont tout le monde se fout, à savoir l'Égypte, la Jordanie, l'Europe, Israël, l'Amérique, les Émirats, les Saoudiens. Évidemment que non. Ouais. Il n'y a pas de solution, chers auditeurs. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci Arthur de Vatrigan. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel édito et une nouvelle analyse.